2 ans et demi après avoir annoncé la sortie du XS10, Fujifilm se lance avec son successeur, le XS20. Fujifilm Belgique me l'a prêté pendant quelques jours avant la sortie officielle, de façon à pouvoir le tester et à vous préparer cette vidéo. Un tout grand merci à eux. D'ailleurs, si tu cherches un appareil photo compact et complet, il pourrait t'intéresser. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler du Fujifilm XS20, un capteur de 26 millions de pixels stabilisé, une rafale de 20 images par seconde, un tout nouveau mode vlog avec plein de raccourcis de façon à te filmer de façon très simple et rapide, un mode vidéo très avancé avec de la 4K 60, de la 6K, le tout en 422 10 bits, du F-Log et du F-Log 2, une toute nouvelle batterie, et le tout dans une prise en main à moins de 500 grammes. On va commencer par la prise en main. Au niveau prise en main, si tu connais déjà le XS10, il n'y a pas énormément de changements sur ce XS20. Au niveau du boîtier à proprement parler, c'est quasiment le même. Il est un chouïa plus lourd, je pense qu'il a pris 10 ou 20 grammes. C'est surtout dû, en tout cas je pense, à la nouvelle batterie qu'embarque ce XS20, c'est la batterie de nouvelle génération, là où le XS10 avait une batterie d'ancienne génération. Donc, sur papier, en théorie, Fujifilm nous dit qu'on peut faire avec un cycle de batterie, un cycle de charge, entre 7 et 800 photos. Bon, dans les faits, on en fait toujours un peu plus. On a un grip qui est du coup un petit peu plus gros que sur la première génération. Personnellement, je préfère, j'ai des grandes mains et donc avoir un grip un peu plus gros, ça me permet d'assurer une meilleure prise en main. Néanmoins, ma compagne, qui a des mains un peu plus petites que moi, aime également ce genre de boîtier. Elle avait déjà adoré le XS10 par sa compacité et elle n'est pas perdue avec ce XS20. Je le disais, si tu as déjà vu un XS10, ce XS20 c'est plus ou moins la même chose. On a plus ou moins les mêmes touches aux mêmes endroits. Seul petit changement, c'est les boutons ISO et Q. Donc Q c'est le menu rapide que tu peux configurer. Ils étaient avant séparés sur la première génération, ici sur la deuxième génération, ils sont en quelque sorte reliés, enfin je vous fais des plans de coupe dans tous les cas, les boutons ont un petit peu changé de design. Personnellement je les préfère dans cette nouvelle génération, je trouve qu'ils tombent mieux sous la main et on sent plus quand on appuie dessus. Autre changement, c'est au niveau de la roulette des différents modes, la roulette PASM, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, voilà, sur ce XS20 c'est un peu la philosophie de ce boîtier. On a un tout nouveau mode, le mode vlog. Alors le mode vlog, tu dois certainement connaître ce qu'est un vlog, c'est le fait de se filmer et en tout cas de présenter des choses à la caméra et de se filmer tout seul. On a avec ce mode vlog des raccourcis qui nous permettent de nous filmer plus facilement. C'est pas un tout nouveau mode, c'est juste un mode vidéo axé sur le fait de se filmer soi-même avec des raccourcis qu'on utilise très souvent. On va, et tu le verras dans la barre de lecture de cette vidéo, tester plusieurs choses. Déjà la photo, la vidéo, le mode vlog également, et tous les timers sont précisés dans cette vidéo de façon à pouvoir retrouver les différents chapitres de ce test. Bon, au niveau prise en main, on a fait vraiment le tour. C'est un boîtier comme on connaît déjà, avec le même viseur, toujours l'écran orientable et tactile, c'est vraiment très chouette. On a sur la gauche au niveau connectique, du micro HDMI, de l'USB-C pour le transfert de photos et pour la recharge. Je te conseille pas vraiment de transférer les photos via une prise HDMI, via une prise USB-C pardon, mais plutôt d'utiliser un lecteur de carte. C'est toujours plus rapide. On a sur la gauche une prise micro et sur la droite on a une prise casque. Là où sur la première génération il fallait utiliser un adaptateur USB-C vers prise jack. Ici on a directement à droite la prise écouteur, à gauche la prise micro. Et pouvoir écouter le son qu'on enregistre, c'est super pratique, ça permet de voir si on est directement bon et pas avoir de mauvaises surprises lors du montage. Donc au niveau prise en main, dans la globalité, on est sur un boîtier qui est très similaire par rapport au XS10. Alors avant de continuer sur le mode photo, le mode vidéo, le mode vlog, un petit mot sur la philosophie de ce boîtier, où est-ce qu'il va se placer dans la gamme de Fujifilm avec les dernières sorties, les XS10, les XT5 pardon, les XH2S, les XH2, où est-ce que ce XS20 va se placer dedans? Bien d'après moi, et je ne travaille pas chez Fujifilm, j'ai vraiment l'impression que le XT5 est une version un peu plus light du XH2. Il faut savoir que ce sont deux boîtiers à capteurs de 40 millions de pixels, des capteurs à haute résolution. Et je trouve que ce XS20, il se place un petit peu de la même manière, un peu en dessous du XH2S. Le XH2S, c'est un boîtier très nerveux, très précis, avec un autofocus très rapide. Et on le retrouve vraiment dans ce XS20. À l'intérieur, on a le capteur de 26 millions de pixels, capteur stabilisé.
Capteur de 4e génération, mais qui est couplé au processeur de 5e génération. Bon, ça paraît un peu compliqué tout ça pour dire qu'en fait on a un capteur de 26 millions de pixels, stabilisé, je le répète, avec des algorithmes qui permettent de détecter différents sujets et surtout de faire la mise au point dessus. Donc on a évidemment la reconnaissance des visages et des yeux humains, ça fait un petit temps maintenant, on commence à avoir l'habitude. On a également la reconnaissance de différents sujets tels que les animaux, les oiseaux, on fait toujours la différence entre les deux, les voitures, les trains, les vélos, les avions, etc. Bref, on a vraiment beaucoup de solutions d'autofocus rapide et précis à l'intérieur de ce boîtier, comme le XH2S dans sa version firmware 3.0. Donc pour ceux qui ont un XH2S qui ont déjà fait la dernière mise à jour, la 3.0, on a vraiment un boîtier qui est très rapide, très précis, bien plus que même à la sortie du XH2S grâce à cette nouvelle mise à jour. Et bien tout ce condensé de technologie, on va le retrouver dans ce XS20. Pour 1300 € moins cher qu'un XH2S. Bon évidemment il y a d'autres différences, ne fût-ce que la construction du boîtier, ce XS20 n'est pas tropicalisé. Maintenant le XS10 n'était pas tropicalisé non plus et je l'ai mis littéralement dans la flotte. J'ai fait un vlog il y a maintenant je pense 2 ans déjà avec Sylvain Lepoutre, un vlog qu'on a fait en packraft, donc les petits canoës qu'on gonfle pour aller sur la flotte, et j'ai littéralement fait tomber mon XS10 dans la flotte, juste quelques secondes, mais il a été complètement immergé quelques secondes, j'ai juste eu le temps de plonger mon bras pour le reprendre et le sortir. Alors même mon micro s'en est sorti, mais le boîtier au total s'en est complètement sorti. J'ai évidemment directement retiré la batterie, je l'ai mis dans mon sac pour aller sur la berge, pour le faire sécher, etc. Mais tout ça pour dire qu'un boîtier aujourd'hui qui n'est pas tropicalisé, qui est annoncé comme non tropicalisé, il ne faut pas en avoir peur. C'est un boîtier qui peut prendre l'eau quand même. Donc il n'y a pas de stress avec ça. Évidemment, dans des situations très extrêmes, comme des températures très négatives ou au contraire très positives, des situations où on a des tempêtes de sable, des tempêtes de neige, oui, ça devient un peu plus compliqué, mais pour la vie de tous les jours, même sous la pluie, il n'y a aucun problème, n'ayez pas peur d'utiliser ce matériel. Et dans tous les cas, quand il pleut, vous allez abandonner avant le boîtier. Donc même s'il est non tropicalisé, c'est pas très grave au final. Soit. On a donc un boîtier ici avec, je vous l'ai dit, le capteur de 26 millions de pixels. Un capteur qu'on connaît déjà depuis le XT4, qui a fait ses preuves. Et depuis quelques jours, je peux tester ce XS20, mais voilà, la qualité d'image est là, elle est vraiment excellente. On va pas passer tout le test dessus, on commence à connaître maintenant cette image-là. Vous pouvez faire confiance, les yeux fermés. On a de très belles couleurs grâce aux différentes simulations de films. On a une excellente dynamique, mais surtout le gros changement dans ce boîtier par rapport au XS10, bien évidemment, c'est les nouveaux algorithmes avec le nouveau processeur. L'autofocus est juste dingue. On a une rafale pouvant aller jusqu'à 20 images par seconde sans crop et jusqu'à 30 images par seconde avec crop. Le crop, c'est le léger recadrage qu'implique le boîtier. Donc 20 images par seconde en rafale, c'est totalement suffisant. Évidemment, il y a des boîtiers qui font toujours plus. Par exemple, mon XH2S qui monte à 40 images par seconde. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? À vous de me le dire, ça dépend vraiment des pratiques. Maintenant, n'oubliez pas que la rafale de 20 images par seconde, c'est bien. Mais 1, il faut avoir la carte mémoire qui puisse l'encaisser. Et 2, une fois qu'on a fait une rafale de 4, 5, 6 secondes, on se retrouve rapidement avec plusieurs centaines de photos. Est-ce que c'est vraiment utile? De nouveau, c'est à vous de choisir en fonction de votre sujet de photo, en fonction de votre pratique de la photographie. 20 images par seconde dans un petit boîtier comme ça, franchement, c'est plutôt sympa. On va continuer maintenant un petit peu sur le mode vidéo. Au niveau vidéo, je trouve que c'est un boîtier qui est très complet. On a de la 1080p jusqu'à 240 images par seconde, ça ralentit 10 fois. On a de la 4K jusqu'à 60 images par seconde. On a de la 6,2K jusqu'à 30 images par seconde. C'est un boîtier qui embarque jusque de la 6,2K. Alors c'est pas toujours pratique. Certains vont dire mais à quoi ça sert de filmer en 6K? Je vous donne mon exemple, et de nouveau ça dépend de la pratique de chacun. Lorsque je filme en 6K, je peux sortir de ce fichier-là une bande en paysage en 4K, sans problème, il suffit juste de rapetissir en 4K, ce qui me permet de filmer pour YouTube. Et à partir de ce fichier originel de 6K, je peux cropper, recadrer en portrait en 1080p pour balancer directement sur les réseaux tels que Instagram. Donc lorsque je filme en 6K, en réalité, je filme en 6K et j'en sors 2 fichiers différents, de la 4K horizontale pour YouTube et de la 1080p verticale pour Instagram. Donc en fait, le fait de filmer en 6K ne va pas m'obliger à diffuser en 6K, même si je pourrais, mais ça va surtout me permettre de filmer un seul fichier pour 2 utilisations différentes. Donc voilà, le fait d'avoir de grosses résolutions comme ça, évidemment, certaines personnes diront « mais ça sert à rien de filmer en 6K, personne n'a de télé 6K, etc. » Mais
c'est toujours pratique d'avoir des grosses résolutions de façon à pouvoir diffuser de différentes manières derrière. Évidemment, il y a tout le fait également de filmer en 6K pour pouvoir ensuite faire des petites capsules plus zoomées en 4K, voire en 2K, où on peut recadrer, faire des panneaux dedans. Bref, plein de choses en vidéo qui sont du coup beaucoup plus pratiques avec des grosses résolutions. Donc 6,2K jusqu'à 30 images par seconde, 4K jusqu'à 60 images par seconde, le tout en 4.2.2 10 bits en interne dans le boîtier. Ce qui permet d'avoir énormément de marge en colorimétrie. Surtout que dans ce boîtier, le XS20, on a évidemment le F-Log première génération, mais on a également le F-Log 2 qui a été introduit avec le Fujifilm X-H2S. Quand je vous disais que c'était un peu son petit frère, au final on s'y retrouve. Et qui est vraiment excellent, notamment en basse luminosité. Il a un poil meilleur, je trouve, en basse luminosité que le F-Log première génération. On a pas mal d'outils dans ce XS20 pour en faire un boîtier très complet. Alors évidemment, ça n'est pas un boîtier de haute résolution, ça n'est pas un boîtier de haute rafale, ça n'est pas un boîtier avec des codecs en vidéo qui sont dingues, mais il prend un petit peu de tout dans tous les mondes pour en faire un boîtier complet, compact. Je répète, le boîtier nu évidemment fait moins de 500 grammes. C'est enfin un boîtier qui, effectivement, est à 1400 €. Donc on commence tout doucement à avoir une belle montée de prix, là où le XS10 de mémoire était à 1100 € lors de sa sortie. C'est un petit peu dommage d'avoir cette augmentation de prix. Néanmoins, ça se trouve un peu dans tous les domaines, malheureusement pas qu'en photographie. Et pour 1400 €, on a un boîtier qui est vraiment très complet, qui est très résistant, qui est compact, qui est complet tant en photo qu'en vidéo, et qui embarque quand même la monture X avec laquelle on peut avoir accès à plein d'objectifs, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres montures. Évidemment, tu vas trouver des concurrents chez Canon, chez Nikon, chez Sony qui font également de l'APS-C, mais ils n'ont pas d'objectifs prévus pour l'APS-C, en tout cas pas un parc d'objectifs aussi présent que chez Fujifilm. Alors évidemment, tu me diras qu'il y a du plein format que tu peux adapter en APS-C, mais je trouve que mettre une optique plein format sur de l'APS-C, c'est un petit peu tuer l'idée de l'APS-C. Le but de ce genre de capteur, c'est d'avoir des boîtiers compacts, comme ce boîtier, comme le XS20 avec ses 490 grammes. Si tu mets dessus un objectif qui fait 700, 800, 900 grammes, tu perds un petit peu la philosophie de base du boîtier. Donc voilà, pour moi, effectivement, tu vas trouver des concurrents qui font peut-être mieux dans certains domaines, mieux en rafale, mieux en montée en ISO, mieux en résolution, mais aussi complet que ça, personnellement, je vois pas trop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez un modèle qui peut être vachement concurrent par rapport à celui-là, mais j'ai pensé par exemple au Canon R7, je suis assez freiné par son parc d'objectifs, au Nikon Z30 il me semble, celui-là je trouve qu'il n'y a pas de viseur par exemple niveau prise en main, je ne l'aime vraiment pas. Chez Sony effectivement la gamme des A6400 et 600 sont sympas, mais ont été arrêtés entre temps, donc aujourd'hui si tu cherches un boîtier compact complet, à part celui-là, je vois pas trop ce que tu pourrais prendre. Ok, donc je tourne ici sur le mode vlog, j'ai mis le mode vlog sur la roulette. Je reste avec le setup qui était sorti de la boîte. Donc XS20 18-55 mm de chez Fujifilm, ce sera une des optiques de kit. Je sais qu'en général Fujifilm propose plusieurs solutions en termes d'optique de kit. Le 18-55 est plutôt sympa, assez compact, de bonne qualité. Donc voilà, ça pourrait être une bonne solution également. Je suis ici en classique chrome en 4K DCI 25 images par seconde. Je suis pas en F-Log, donc ce que vous voyez ici à l'image, ça sort directement de la caméra telle quelle. Seule petite modification, j'ai rajouté un petit micro, le Sennheiser MKE 200. On sait qu'en général, les micros internes des boîtiers sont pas exceptionnels, donc rajouter un petit micro, ici il a une petite centaine d'euros, il est vraiment excellent. Bon, on va tester un petit peu les différentes choses de ce mode vlog. Déjà, premièrement, si j'appuie dessus, donc je vais me permettre de regarder de temps en temps sur l'écran de retour de la caméra. Donc si vous me voyez regarder un petit peu, ne faites pas ça en mode vlog, regardez bien la lentille de votre caméra, ça fait un rapport plus humain avec votre audience, mais ici c'est un test de matériel. Il y a dans le raccourci du mode vlog par défaut le mode de floutage de l'arrière-plan. Alors normalement, ici j'ai pas un arrière-plan très chargé, mais on devrait voir une différence. Ici il est en off, ici il est en on, off, on. Personnellement, je vois pas énormément de différence. On va essayer qu'un autre fond, je vais prendre un fond un peu plus chargé, ici il est en on, off, on, off. Voilà, je vais remettre la caméra ici. C'est pas... Il n'y a pas énormément de différence. C'est une option qu'on a déjà vu apparaître dans pas mal d'autres marques, je pense notamment à Sony. Voilà, c'est pas une option que j'aime énormément, je préfère le flou provoqué par la grande ouverture de l'objectif. Ici de nouveau, le 18-55, pardon, il ouvre à f2.8 à sa plus grande focale. Donc je préfère ce genre de flou plutôt qu'un flou numérique comme le mode
comment ça s'appelle déjà? Mode flou d'arrière-plan. Mode de floutage de l'arrière-plan. Je suis pas très fan. Par contre, il y a une option que j'ai vraiment envie de tester. C'est la mise en valeur du produit. Comment ils appellent ça? Le mode produit prioritaire. Ici, le XS20, pardon, fait le focus sur mes yeux. Donc si je me rapproche, ce qui est compliqué en plus, hein, vu que j'ai des lunettes, hop, ou que je m'éloigne, il doit faire le focus à chaque fois sur mes yeux. Voilà, donc c'est un focus automatique, qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Mais avec le mode produit prioritaire, l'appareil doit comprendre, lorsque je montre quelque chose à la caméra, de faire le focus dessus. Ce qui est super utile en vlog, notamment dans mes vidéos également, parce qu'à chaque fois que je vous montre un nouveau produit, et que je le montre à la caméra, eh bien, mon mode d'autofocus c'est réglage de détection des yeux, et donc c'est toujours un peu compliqué, parce que la caméra veut faire le focus sur mes yeux, mais en même temps je lui montre quelque chose de plus près, donc il y a toujours un peu des petits bugs. Ici normalement avec ce mode produit prioritaire, c'est censé fonctionner. On va essayer tout simplement avec une souris d'ordinateur, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là je la montre à l'écran, elle est un peu surex parce qu'elle est blanche en plus, et ça a l'air de fonctionner. Dès qu'elle n'est plus à l'écran, le focus se fait sur mes yeux, et ici elle se fait, oh ça fonctionne trop bien. Je le découvre en même temps que vous, pardon, hein. Je suis un petit peu... Vous savez qu'un bic c'est plus petit. Oh, ça fonctionne trop bien. Ça résoudrait tellement de mes problèmes dans mes vidéos, ça par contre, c'est une option qui est juste géniale. De nouveau, hein, c'est pas une révolution, ça existe déjà dans d'autres marques, mais c'est la première fois que Fujifilm l'implémente dans un de ses boîtiers, dans le XS20. Ce serait vraiment cool que ça arrive via mise à jour dans d'autres boîtiers, mais j'ai envie de réessayer, je reprends mon téléphone. Il n'y a aucun placement de produit évidemment, ne me dites pas oh, t'as mis Apple en avant ou quoi. Le jour où j'ai un placement de produit Apple, je pense que je sabre le champagne. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Oh, c'est trop cool. Et donc même si mes yeux sont quand même dans l'écran, il comprend qu'il fait le focus là-dessus. Et ça a l'air assez rapide et assez doux comme transition. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, c'est vraiment la première fois que je le teste. On va essayer avec un dernier truc. Voilà, je suis pas un style pour rien, il y a des fluos. Hop. Oh, ça fonctionne trop bien. Ok, bon, étant donné que c'est, j'imagine en tout cas grâce au X-Processeur 5, ce serait vraiment chouette que ça arrive dans d'autres boîtiers embarquant le même processeur, je pense notamment au XH2S avec lequel je me filme. Ça résoudrait beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, ce mode-là, c'est validé. Par contre, le mode de floutage de l'arrière-plan, ouais, peut-être dans différentes situations, mais en tout cas, ici en intérieur, c'est vraiment pas fou. Par contre, je viens de regarder rapidement le rush juste sur le boîtier et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je montrais ma main, vu que c'était en mode produit prioritaire, eh bien il faisait le focus sur ma main et donc il y a des moments de défocus, des moments où l'appareil ne sait pas trop où faire la mise au point. Donc ici je viens d'enlever le mode produit prioritaire et je repasse tout simplement en détection des yeux et ça a l'air de fonctionner beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de décrochage. Donc sur la séquence juste avant, n'hésitez pas à revenir en arrière si jamais vous n'avez pas remarqué, mais il y a plein de moments où lorsque je montre ma main à l'image, comme je suis occupé à faire ici, eh bien tout simplement le focus se fait sur ma main parce qu'il prend en compte que je montre un produit alors que j'avais rien dans les mains. Ça doit peut-être être mes gènes italiens du fait de parler avec les mains, je ne sais pas, mais mais donc bah voilà, il va falloir bien choisir son mode. Si tu ne montres rien, n'active pas le mode produit prioritaire, surtout si tu parles avec les mains. C'est un rappel pour moi ça je pense. Bref, mais vous voyez ici, hein, je suis vraiment à main levée. Stabilisation, ça fonctionne plutôt bien. Donc 18-55 mm, je suis évidemment à 18 mm, le plus grand angle, et je suis tout simplement avec le boîtier en main, donc voilà, ça bouge. Mais lorsque je ne bouge pas mon bras, bah, je suis plutôt stable. Donc la stabilisation du capteur, mêlée sans doute à la stabilisation de l'objectif, ça fonctionne plutôt bien pour du vlog. Le tout dans un setup plutôt très compact et léger. Ça fait du bien au bras. Bon, la séquence vlog que vous venez de voir, elle était tournée tout simplement avec ce setup, hein, donc le XS20, le 1855 et le petit micro dont je vous ai parlé qui est, si je ne dis pas de bêtises, le MKE200 de chez Sennheiser. Dans tous les cas, je mettrai tout en description, si jamais. Une petite mémoire hein, pour le nom des modèles. En résumé, ce boîtier, en fait, c'est une belle petite évolution du XS10. On n'est pas sur une révolution, on n'est pas sur un tout nouveau boîtier, on est sur le même capteur, le même boîtier niveau prise en main, je veux dire. On est sur la même philosophie de boîtier compact et complet, mais il y a quand même une belle évolution, notamment le changement de batterie. Il y a là-dessus, voilà, c'est un game changer, comme on dirait en anglais, parce que franchement la XS10 était bien, mais la batterie de première génération, c'est toujours un petit peu ennuyant. Et je trouve qu'on arrivait vraiment à la limite, et j'avais pas compris d'ailleurs pourquoi on a embarqué cette batterie, alors que sur le XT4 qui était sorti quelques mois avant, on venait de mettre une nouvelle batterie. Soit, ici, c'est résolu, nouvelle batterie. On a le même capteur, enfin,
Pas tout à fait, mais on a la même résolution de capteur, 26 millions de pixels, mais on a surtout, avec le nouveau processeur, plein de nouveautés dedans qui sont très sympathiques, mais qui ne sont pas révolutionnaires. Donc si tu as déjà un XS10, est-ce qu'il faut changer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce XS20, c'est un boîtier qui est très complet et qui vient résoudre quelques petits problèmes qu'avait le XS10. Donc pour moi, c'est un boîtier qui est très réussi. Malheureusement, son prix a un petit peu augmenté, mais malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qui n'augmente pas? Je pense que ce n'est pas la faute de Fujifilm, c'est juste la faute du marché ambiant. Voilà, je pense qu'il a pris 200 ou 300 € par rapport à la sortie du XS10. Maintenant, on est presque 3 ans plus tard, donc voilà, le prix c'est toujours une question un peu plus épineuse. Dans tous les cas, il y aura des liens d'affiliation en description vous menant au magasin de Sony Photo en Belgique. N'hésitez pas à passer par ce magasin qui est juste terrible et qui fait de la livraison un petit peu partout, même en dehors de la Belgique. Voilà, un tout grand merci à celles et ceux qui passeront par là. En conclusion, ce XS20, je vous le disais, c'est donc un boîtier qui est très complet. Au niveau photo, on s'est pas vraiment attardé dessus dans ce test, je trouve. J'ai déjà fait mieux. Mais après tout, il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, de révolution. C'est un boîtier, c'est un capteur qu'on connaît déjà. On sait que ça fait de très belles images. Au niveau du focus, il y a de très belles améliorations grâce au nouveau processeur. Mais au niveau de la dynamique, au niveau de la montée en ISO, on est sur quelque chose qu'on connaît déjà. Attention, c'est pas pour autant que c'est mauvais. C'est vraiment très très bon. Et c'est même une bonne nouvelle qu'ils aient remis un capteur de 26 millions de pixels. J'avais un petit peu peur qu'ils passent au capteur de 40. Je trouve que ça n'aurait pas plu à tout le monde. Ici, 26, c'est vraiment très très bien. Niveau capacité, on est de nouveau sur le même boîtier. Cool, il a la nouvelle batterie, il a pris 5 grammes, mais au final dans les mains on s'en rend vraiment pas compte. Il y a quelques tout petits changements au niveau des boutons, notamment les boutons ISO et Q, mais qui sont de belles améliorations. Pour le reste, c'est un boîtier qu'on connaît déjà. Au niveau vidéo, il est très complet. Je vous l'ai dit, pour moi c'est vraiment un mini XH2S. Il reprend tout ce qu'il faut du XH2S, excepté la 4K 120 images par seconde. Mais voilà, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ça dépend de votre pratique. Et si tu en as vraiment besoin, voilà, il y a la solution au-dessus avec le XH2S. Mais si pas la 4K 60, ça peut convenir à la plupart des personnes. On a de la 6,2K en 30 images par seconde. Attention, c'est un format 3,5, c'est pas un format 16 neuvième. Pour moi, ça a un avantage, notamment si tu fais beaucoup de réseaux sociaux, ou de réseaux sociaux si tu en fais plusieurs. Tu te filmes en 6,2K en 3,5. Tu peux en tirer une séquence en 4K en 16 neuvième horizontale classique comme tu occupes à regarder ici. Et de cette 6,2K, tu peux même en tirer un format vertical en 1920 x 1080. Donc avec, au final, juste une séquence que tu as filmée en 6,2K, tu peux à la fois la poser en horizontale, notamment sur YouTube, ou la poster sur Instagram ou TikTok en 1080 x 1920. Il faut penser à l'inverse du coup dans les formats verticaux. Donc voilà, 6,2K, pour moi, ça peut être très pratique pour quelques créateurs. Mais si tu n'en as pas besoin, il y a de la 4K, très très bonne, il y a du 4.2 10 bits en interne, si tu as envie de pousser un petit peu ta colorimétrie, c'est génial. Il y a le F-Log, le F-Log 2 qui sont juste géniaux. Moi le F-Log, je l'adore depuis que je l'utilise. Donc voilà, c'est un boîtier qui est très complet, qui embarque un nouveau mode vlog, qui est sympa. Il apporte quelques nouveautés qui peuvent être sympathiques, comme le mode produit prioritaire, on vient d'en parler justement. Pour moi, le mode de floutage de l'arrière-plan, je vais être très sincère avec vous, ça va peut-être pas plaire à Fujifilm, désolé les gars, mais pour moi, il ne fonctionne pas énormément. Mais d'un autre côté, le flou de l'optique est toujours mieux qu'un flou numérique que tu vas pouvoir mettre via tel ou tel processeur. Donc, si vous voulez du flou en arrière-plan, achetez une optique qui ouvre grand. Il y en a plein chez Fujifilm qui ne coûtent pas si cher que ça. Je pense notamment au 16 mm f2.8, au 23 mm f2. Ce sont des optiques à moins de 500 € qui offrent un flou juste magnifique. Ou tout simplement ce Fujifilm 18-55 mm qui a une belle ouverture, qui a l'avantage d'être un zoom, donc beaucoup plus pratique, qui est très léger, qui est stabilisé. Donc voilà, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a des défauts à ce boîtier? Oui, évidemment, il y en a dans tous les boîtiers du monde. Premièrement, il n'est toujours pas tropicalisé. Donc, sur la fiche technique, ça peut faire un peu peur. Je vous le répète, dans la théorie, et là, vous n'avez que mon avis pour vous rassurer, mais je vous le donne quand même, dans la pratique, le fait qu'il ne soit pas tropicalisé, on s'en fout totalement. Je vais être clair avec vous. Donc, oui, ça aurait été mieux qu'il le soit, ça aurait été mieux qu'il soit certifié tropicalisé, mais dans la pratique, voilà, à moins que tu shootes en bord de mer et que tu shootes près de l'eau, peut-être que ça pourra te poser problème, mais encore, je suis vraiment pas sûr. Ça aurait été peut-être bien d'avoir une rafale un peu plus haute, peut-être du 30 images par seconde sans crop, parce qu'il a le 30 avec crop.
Mais sincèrement, est-ce que tu fais de la rafale à 20 images par seconde tout le temps? Est-ce que tu as vraiment besoin de plus? De nouveau, si tu as besoin de plus, il y a des boîtiers qui ont la solution. Je repense notamment à ce XH2S. Reste un petit défaut que j'ai trouvé quand même, c'est la surchauffe du boîtier. Il chauffe un petit peu quand tu shootes en 4K 60 images par seconde à plus de 15 minutes. Maintenant, est-ce qu'on shoot souvent à 60 images par seconde? Je veux dire, quand tu fais des longs formats comme ça, en général, tu shootes à du 24 ou du 25 images par seconde. Et là, personnellement, j'ai pas réussi à le faire chauffer. En tout cas, ma batterie est morte avant. Donc, est-ce que tu en as vraiment besoin de shooter aussi longtemps avec des hautes fréquences d'image? Peut-être. Si c'est le cas, sache qu'après 15-20 minutes, il commence à chauffer. Cependant, Fuji, avec la sortie des XH, nous a lancé un nouvel accessoire qui est un ventilateur et qui est compatible avec ce XS20. On peut voir ici, mode produit, il n'y a pas sur XH2S. On peut voir ici qu'il y a les deux petites encoches, les deux petites vis pour venir mettre ce ventilateur. Donc si jamais tu aimes bien ce XS20 et que la surchauffe te fait un petit peu peur, le ventilateur est dispo pour les quelques occasions où tu en aurais besoin. Donc voilà, pour moi ça renforce vraiment cette idée de boîtier assez complet. De nouveau, hein, tu vois, un problème de surchauffe, pouf, t'as une solution. Je trouve que c'est un boîtier qui correspond à l'utilisation de beaucoup de personnes, qui est très généraliste, qui n'est pas vraiment spécialisé, comme pourrait l'être le XH2 avec sa haute résolution, le XH2S avec ses 40 images par seconde ou son Apple ProRes en interne. Pour moi, il regroupe un petit peu de tout pour en faire un boîtier très généraliste, qui va plaire à beaucoup de monde, dont la prise en main est géniale, très petit, très compact. Malheureusement, le prix a augmenté un petit peu. Voilà, ça c'est un autre défaut. Mais ça, malheureusement, on ne sait rien y faire. Donc, XS20 de chez Fujifilm, pour moi, c'est un boîtier que je vais te conseiller pendant les quelques prochaines années, parce que le XS10, je l'ai conseillé pendant près de 3 ans. C'est un boîtier qui vous a beaucoup plu à chaque fois où vous me posiez des questions sur Instagram. Pour moi, c'était un boîtier qui, franchement, reprenait toutes les options un peu sympas de chez Fujifilm, le tout dans un format assez compact. Ici, avec ce XS20, avec cette nouvelle génération, je trouve qu'on est reparti sur la même ligne de conduite, avec les dernières nouveautés mises en avant dans les XH, voire dans le XT5. Ben ici, le XS20 vient en hériter, et pour un prix qui est bien plus bas que la série des XH, vient vous donner un boîtier très complet pour les 2, 3, 4 prochaines années. Il est temps pour nous de nous arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à la partager. Si vous êtes intéressé par acheter du matériel photo, n'oubliez pas, il y a des liens d'affiliation sur 2 magasins différents. IPLN en France, Image Photo Lyon, Soigny Photo en Belgique. Ce sont 2 magasins avec lesquels je travaille, en qui j'ai une entière confiance et qui sont beaucoup plus humains qu'Amazon au final. Le code créateur est le même maintenant, Pierre B pour les 2 magasins. Un tout grand merci à celles et ceux qui passeront par là. Nous on se retrouve rapidement pour de prochaines vidéos. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à sortir, faire des photos, faire des vidéos, mais surtout faire ce que tu aimes, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.